Parce que le truc, c'est que parfois on a peur, et moi, clairement, il y avait de ça. On a peur que tout ce qu'on fait grâce à notre critique intérieure disparaisse si on l'apaise. Donc, tout ce qu'on fait grâce à elle, c'est par exemple être hyper productif, s'améliorer, peut-être prendre soin de soi pour renvoyer une bonne image de soi, etc., etc. Donc là-dessus, je peux vous rassurer, parce que moi, j'ai vraiment apaisé ma critique intérieure. Maintenant, on est meilleurs potes, parce qu'elle me critique plus du tout autant. Ces choses-là, elles vont pas disparaître. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis hyper ravie de vous retrouver pour cet épisode de Pas de soucis. Alors un épisode aujourd'hui avec un sujet un peu épineux, celui de la critique intérieure. Je vais commencer par vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais une douzaine d'années. Oui, ça doit être ça, 12 ans. J'étais en colo et on partait faire du canyoning. C'était une des activités qui était proposée, donc on va faire du canyoning. Moi, je faisais pas trop ce genre d'activité avec mes parents. Mes parents étaient loin d'être des grands sportifs, très loin. Ils m'ont jamais poussée dans cette direction-là. Et donc, j'y allais, mais moi j'adore l'aventure, j'adore la nature. Donc, le canyoning, trop cool. Donc on y va. Et j'avais quand même des petites réticences. Voilà, le canyoning, c'est quand on va dans les rivières, là, et puis il y a des sauts, et enfin voilà, ça peut être assez l'aventure quand même. Donc on a commencé. Le premier truc, c'était un super grand saut. Alors moi, j'ai décidé de descendre à la corde, je voulais pas, donc j'étais déjà un peu sur la réserve. Et puis après, il y avait une sorte de toboggan naturel. Et le guide de canyoning nous dit il faut y aller la tête en avant. Donc sur le dos, la tête en avant. Donc on ne voit rien. Et moi, j'étais pas du tout rassurée. J'avais même hyper peur. Et le guide, au lieu de me rassurer, voilà, de me mettre à l'aise, il était hyper impatient. Ah, c'est bon, allez, tu peux le faire. Mais vous savez, le tu peux le faire de genre la personne qui est impatiente et qui te dit tu peux le faire pour se débarrasser de toi. Tu peux le faire là. Celui-là. Et il a fini par me pousser dans le toboggan. Allez, let's go. Donc, son intention, c'était bien de me faire les choses et de me pousser et d'une certaine façon de m'encourager. Mais, voilà, il était impatient, il prenait pas le temps de voir ce que je faisais de bien aussi et de m'encourager et de s'appuyer sur les points positifs pour me dire « Mais tu vois, t'as réussi ça, donc maintenant tu peux réussir ça. » Non, pas du tout. Et puis des années plus tard, j'ai refait du canyoning. Alors là, cette fois, j'y suis allée un peu à reculons, mais bon, j'étais beaucoup plus grande. Puis je l'ai fait avec ma famille, donc je me suis dit bon, allez, let's go. Et ce guide-là, il était hyper sympa, hyper patient. Voilà, vraiment à nous encourager, à nous pousser un petit peu hors de notre zone de confort, mais pas trop. Et voilà. Donc le premier guide, il a fait de moi une plus mauvaise canyonneuse, si je peux le dire comme ça. Et le deuxième guide, il a fait de moi une personne beaucoup plus capable, avec beaucoup plus de compétences, et il m'a fait m'améliorer en fait, en canyoning. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que ça, c'est vraiment une métaphore de la critique intérieure. La critique intérieure, c'est le guide numéro 1 dans mon histoire. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est ce que veut notre critique intérieure, c'est nous garder petits. La critique intérieure, elle naît du trauma. Moi, je trouve que c'est très important d'avoir un discours ici qui est déculpabilisant. La critique intérieure naît du trauma. Et la critique intérieure, c'est une partie de nous. C'est une partie de moi qui est cette critique intérieure. C'est pas dans ma nature de me critiquer tout le temps. Comme c'est pas dans ma nature d'être anxieuse. Non, c'est une partie de moi qui s'exprime. On est d'accord, cette partie de nous, elle peut être très forte, très active, très virulente même, parfois. C'est vraiment ce truc, dès que je vais vouloir faire quelque chose de nouveau, par exemple, je sais pas, prenons l'exemple d'un entrepreneur qui veut faire une story sur Instagram parce qu'il veut commencer à communiquer sur les réseaux sociaux. Et là, la critique intérieure, non, tu te souviens de tel jour à l'école quand t'avais 8 ans où on s'est moqué de toi, c'est trop dangereux, tu vas être ridicule, ne le fais pas, tu vas mourir.
Ça, c'est ce que la critique intérieure, via le système nerveux, envoie, et ça se fait en quelques microsecondes, et donc à la place, on se retrouve à aller faire son linge, ou aller nettoyer la maison en se disant « oui, bon, de toute façon, c'est pas très important, et puis je le ferai demain, ou je le ferai pas du tout, et puis je peux bien faire des campagnes d'email, ça suffira bien ». Donc la critique intérieure, elle crée énormément de friction à l'intérieur de nous, et elle crée un climat très anxiogène. C'est pour ça que c'est très important pour moi de faire un épisode sur la critique intérieure, parce que ce que je vois en coaching, c'est que ça génère vraiment, vraiment beaucoup d'anxiété. Et ça peut être dans plein de situations. Moi, pendant longtemps, par exemple, j'étais tétanisée rien qu'au fait de penser de devoir parler en public. Et en public, ça pouvait être devant 3-4 personnes, hein, pas un parterre. Ok, pas devant un stade de foot, hein. Devant 3-4 personnes. J'avais beaucoup de mal à regarder les personnes dans les yeux, par exemple, parce que j'étais en fight or flight constant. Ça, c'était des choses qui étaient très difficiles pour moi. Donc notre critique intérieure, elle fait ça. Moi, elle était sans cesse en train de me dire « mais non, tu sais pas de quoi tu parles, etc. Faut surtout pas se mettre en avant ». Donc notre critique intérieure, elle va utiliser la peur pour qu'on se mette pas dans des situations qu'elle estime dangereuses. Et quand elle est motivée par la peur, c'est une partie protectrice de nous. Ici, je vais vous parler de la critique intérieure avec la grille de lecture de l'IFS, l'Internal Family Systems. Donc je vais dire quelques mots de l'IFS, mais je ferai un épisode pour expliquer en détail cette pratique thérapeutique qui pour moi est révolutionnaire et pour vous partager mon expérience avec l'IFS. L'IFS, donc Internal Family Systems, donc en français littéralement c'est système de la famille intérieure. C'est un modèle thérapeutique qui a été proposé par Richard Schwartz, c'est un thérapeute aux États-Unis, et c'est un modèle de thérapie selon lequel on a plusieurs parties de nous qui interagissent à l'intérieur comme une petite famille interne. Et ces parties de nous, elles sont classées en 3 grandes catégories. Les managers et les pompiers, qui sont les parties protectrices, et les exilés, qui sont souvent des parties de nous plus jeunes, qui ont été blessées, qui ont été rejetées ou abandonnées à certains moments de notre vie. Donc l'idée de l'IFS, c'est quoi ? C'est vraiment de revenir dans ce qu'on appelle l'énergie du self, le soi, notre vrai moi, qui possède les 8 qualités principales, dont la compassion fait partie. On va parler de la compassion aujourd'hui comme solution à la critique intérieure. Donc comment ça marche à l'intérieur de nous, dans cette petite famille interne ? Les parties protectrices, elles protègent les exilés, et elles empêchent les exilés d'envahir le système. Donc on a dit il y a 2 types de parties protectrices, les managers et les pompiers. L'objectif des managers, si on commence par eux, c'est quoi ? C'est qu'on ne ressente pas de douleur. C'est surtout à tout prix nous éviter de ressentir de la douleur. Ces parties-là, elles sont très contrôlantes, elles sont très conscientes de ce qu'il faut faire pour pas faire de vagues, pour plaire à tout le monde, pour être aimées, pour répondre aux attentes du monde extérieur, elles sont très très conscientes de ça. Et puis on a les pompiers. Les pompiers, ils interviennent si d'aventure on venait quand même à ressentir de la douleur, et que les exilés arrivaient à s'exprimer à l'intérieur de nous. Les pompiers, ils arrivent et eux, ils ont pour rôle d'éteindre la douleur. Comme on éteint le feu, ils ont ce rôle-là d'éteindre la douleur, de nous anesthésier. Et donc, les pompiers, ils interviennent tout de suite. Et ça, c'est ces parties de nous qui nous font manger trop, acheter de façon compulsive, faire du sport à outrance, consommer des substances comme l'alcool, la drogue. Tout ce qui va nous anesthésier, nous distraire, se mettre sur Netflix aussi, par exemple. Ça peut être, ou se mettre sur les réseaux sociaux. Ça peut être une forme d'anesthésie. Les addictions, par exemple, de façon générale, c'est l'œuvre des pompiers, de ces parties-là de nous. Donc les addictions, c'est un autre sujet, mais c'est quelque chose qui vraiment m'agace parce que on est tous en contact avec ça à un moment ou à un autre dans notre vie, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Du coup, je vais juste en parler pendant encore 30 secondes. Je fais un petit crochet dans la critique intérieure, mais vous allez voir, c'est lié, parce que du coup, on a tendance à juger les autres, à critiquer. Par exemple, là, je vais parler de l'alcoolisme, alors que ça a vraiment pas lieu d'être, et que si on était beaucoup plus informé sur le trauma, on pourrait justement avoir cette compassion. Dans la famille de mon copain, il y a une tante ou une cousine, je me souviens même plus bien, qui a des problèmes d'alcool. Et quand les personnes parlent d'elle, c'est toujours en soupirant ou avec un peu cette pitié, vous voyez, en disant « Ah bah elle boit ». Et moi, je suis toujours un peu curieuse, donc j'ai demandé à mon copain, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Et cette femme, elle a fait 7 fausses couches. Et elle a failli perdre la vie lors de la dernière. Alors oui, on peut peut-être comprendre qu'elle boit. Pour moi, ça, c'est lié au sujet de la critique intérieure. Parce que c'est un mouvement dans les 2 sens. Si en tant que société, on a davantage de conscience du trauma, on serait moins prompt à juger et moins prompt à critiquer, du coup.
Et si on avait plus de conscience du trauma et de ses conséquences sur la santé physique et mentale, on aurait aussi conscience chacun de nos propres traumas et on aurait plus de compassion quant à nos propres réactions, quant à nos blocages et à propos de tout ce qu'on aimerait faire différemment. Donc pour moi, c'est vraiment un miroir, ce qui se passe dans la société aujourd'hui et ce qui se passe à l'intérieur de nous avec cette critique intérieure. Je le dis tout le temps, on est des traumas sur pattes. Et tout le monde est des traumas sur pattes et ça crée une société traumatisée. Et une personne traumatisée, elle fait des choix traumatisés. Donc je reviens à ma critique intérieure, mais c'est lié, hein, vous avez compris comment c'est lié. La critique intérieure, c'est vraiment un cercle vicieux parce que elle va nous rendre anxieux, anxieuses, et du coup, ça va nous empêcher de performer du mieux qu'on peut, et du coup, on va continuer à se critiquer. Ça vous est sûrement déjà arrivé, peut-être, j'en sais rien, d'avoir une présentation à faire au travail et de vous lever le matin en vous disant déjà que vous allez pas y arriver, et si jamais telle personne me pose cette question, et si je sais pas répondre, etc. Et puis de toute façon, tu sais jamais, et tu maîtrises pas assez bien ton sujet, et puis hop, cette critique intérieure qui commence à prendre le relais, et puis après d'y aller dans un état de stress tel que votre présentation elle est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, et la critique intérieure, hop, elle a trouvé une vérification de ses hypothèses, et elle continue, et elle renchérit de plus belle. Et donc quand on fait ça, l'émotion qui est présente, souvent c'est la honte. Or, il y a une stratégie qui est beaucoup plus efficace que la honte. Ça, je pense que si vous avez une critique intérieure active, vous avez compris que c'est pas du tout efficace. Une stratégie qui est beaucoup plus efficace que la honte, c'est d'inviter la compassion. La compassion, c'est une émotion, moi j'aime pas parler d'émotions positives ou négatives. Hein. On va dire que c'est une émotion agréable en tout cas, et c'est une émotion qui, dans le cerveau, active le circuit de récompense. Du coup, c'est vraiment une stratégie beaucoup plus efficace que de s'envelopper dans la honte ou dans le passe au-dessus, tout ira bien de notre société occidentale. Hein, passe au-dessus, relève-toi, n'y fais pas attention et avance, faut avancer coûte que coûte, parce que ça, c'est pas de la compassion en fait. Et puis ce truc de passe au-dessus, tout ira bien, qu'on a sûrement tous et toutes déjà entendu dans notre vie, c'est vraiment le reflet d'une société qui n'a absolument aucune conscience de ce qu'est le trauma, et c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut changer au niveau collectif. Donc je vous fais passer ce message. J'appelle à vraiment opérer ce changement. Gandhi disait soit le changement que tu veux voir dans le monde, mais c'est vraiment ça. Donc sur le sujet de la compassion, qui du coup va venir un peu comme une antidote à la critique intérieure, il y a une chercheuse aux États-Unis qui s'appelle Christine Neff, qui a étudié la compassion très en profondeur, notamment l'autocompassion, donc la compassion qu'on va diriger envers nous-mêmes. Et c'est hyper intéressant ces travaux parce qu'elle a vraiment fait des études en fait, des études scientifiques avec des groupes contrôle, etc. Donc c'est intéressant d'avoir ce type d'études sur une émotion en fait, c'est assez rare. Donc avant de rentrer dans le détail de la compassion, j'aimerais juste revenir à 2 définitions, parce que je pense que c'est important, c'est la différence entre empathie et compassion. La recherche montre qu'on peut se fatiguer, la fatigue de l'empathie ça existe. Quelqu'un de très empathique, oh, ça me draine, je suis fatiguée. Alors que la fatigue de la compassion, c'est rare. Parce que ça active le circuit de récompense dans le cerveau et grâce ou à cause, j'en sais rien, de la différence entre l'empathie et la compassion. Donc si je prends les définitions du Larousse, l'empathie c'est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. Donc la faculté de se mettre à la place d'autrui, c'est j'arrive à me mettre dans les chaussures de l'autre, à la place de l'autre, et à comprendre, à percevoir ce qu'il ressent. Ok, c'est neutre, d'accord ? La compassion, le sentiment de pitié qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Alors, pitié, là j'imagine que dans Larousse, c'est dans son sens ancien, c'est-à-dire empreint de bonté, en fait, qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Donc, avec l'empathie, on peut percevoir ce que ressent autrui, mais y être insensible. Dans la compassion, on y est sensible. Donc, on peut avoir de l'empathie pour les actions des autres, les émotions des autres, leurs pensées. L'empathie, moralement, c'est complètement neutre. La compassion, elle est pas neutre. La compassion, elle est empreinte d'une certaine bonté. C'est vraiment, elle vient réveiller cette bonté naturelle qu'on a tous en nous. Donc, on peut pas se fatiguer de la compassion. Ok ? Donc, si on imagine la compassion comme antidote à la critique intérieure, donc rassurez-vous sur ce point, si vous êtes décidé, vous avez cet élan de vous engager en tout cas pour commencer à apaiser cette critique intérieure et commencer à utiliser la compassion, c'est pas quelque chose qui va vous drainer tellement d'énergie parce que c'est quelque chose qu'on a naturellement en nous, cette compassion. Alors par contre, amener de la conscience et commencer à changer les schémas, ça c'est sûr, ça prend de l'énergie.
Donc Christine Neff, dans ses travaux, elle décrit 3 composantes de la compassion, puis après 2 types de compassion. Ça va pas être un exposé, mais restez avec moi, c'est vraiment super important. 3 composantes de l'autocompassion. La première composante, c'est la protection de soi, donc savoir poser ses limites. Ça, c'est une forme de compassion, c'est un des éléments de la compassion. Le deuxième élément, pour elle, c'est répondre à ses besoins. Donc ça, pour moi, c'est très lié à savoir poser ses limites. C'est, j'en sais rien, moi, il y a une copine qui veut aller boire un café avec moi parce qu'elle a des problèmes en ce moment et elle veut s'épancher, et moi, émotionnellement, je suis pas du tout disponible là maintenant tout de suite, ou je suis fatiguée parce que je suis pas dans la bonne période de mon cycle, ou j'en sais rien. Là, savoir poser mes limites, ça va être aussi répondre à mes besoins. Donc pour moi, ces deux-là sont très liés. Et puis la troisième composante, c'est se mettre en action. Et on va voir pourquoi c'est important ça. Pourquoi c'est important? Parce que, et là j'en arrive aux 2 types de compassion, la compassion tendre et la compassion forte. Et moi, j'avais une énorme incompréhension à ce niveau-là. Vraiment, vraiment une énorme incompréhension. Et c'est ce qui m'a empêchée pendant les 25 premières années de ma vie, très certainement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. C'est ce qui m'a empêchée d'inviter vraiment la compassion dans ma vie et qui fait que ma critique intérieure, elle avait le champ complètement libre pour agir. Pour agir et faire énormément de dégâts d'ailleurs. J'ai beaucoup appris là-dessus avec mon business doTERRA. Une autre partie de mon activité, c'est de travailler avec la société doTERRA qui produit des huiles essentielles d'une qualité magnifique. Et dans ce cadre-là, j'ai une équipe, du coup, et on travaille tout ensemble. Et moi, mon rôle, c'est vraiment de les soutenir pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs et grandir dans leur business. Et moi, je remarquais quelque chose, je voyais que les personnes de mon équipe qui avaient beaucoup de compassion envers elles-mêmes, elles étaient dans l'inaction. En tout cas, c'est ce que je croyais, d'accord? Et elles n'atteignaient pas leurs objectifs. Mais après, ce que j'ai compris, c'est que justement, c'était pas de la compassion, ce qu'elles avaient envers elles-mêmes. Peut-être que c'était de l'indulgence, j'en sais rien. Mais pour elles, en fait, la compassion, ça aurait été de dire, ok, je fais un point, je réponds à mes besoins, et je me dis, ok, je suis en paix avec ça, et je me fixe des objectifs qui sont plus alignés avec mes priorités du moment. Ça, c'était pour les personnes qui étaient plutôt dans l'inaction. Ça aurait été de faire un point et de dire je réponds à mes besoins, je pose mes limites, parce que là, tout de suite, peut-être que c'est trop chargé dans ma vie, ou c'est vraiment pas ma priorité. Et pour moi, j'étais exactement le contraire. À fond dans l'action. Pour moi, la compassion, ça aurait été de dire ok, je me fixe des objectifs ambitieux, parce que c'est important pour moi, mais que je les atteigne ou pas, je m'aime inconditionnellement. Et ça, c'est vraiment le cœur de l'autocompassion. On avait cette mise en action dans les 3 éléments, vous vous souvenez. C'était la protection de soi, savoir poser ses limites, répondre à ses besoins et se mettre en action. Donc je me mets en action pour atteindre mes objectifs, mais ma valeur ne dépend pas de si j'atteins mes objectifs ou pas. Ça, c'est super important. Si vous devez retenir une chose de cet épisode, c'est super important. Je me mets en action pour atteindre mes objectifs, mais ma valeur ne dépend pas de si oui ou non j'atteins mes objectifs. Et quand on réussit à amener cette compassion, c'est magnifique parce qu'on peut passer de la critique à vraiment la création. Et ça, c'est juste, on est inarrêtable après en fait. Donc un exemple de cette combinaison entre compassion tendre et compassion forte, parce que ce à quoi il faut arriver, c'est à avoir cette combinaison. Pas avoir que l'une, la compassion tendre, du coup, bon, bah c'est ok, plus tard, nanana, et sans se mettre en action, et pas non plus que la compassion forte, qui est en mode c'est important pour moi, mes objectifs, donc j'y vais, nanana, et puis après qui laisse le champ libre à la critique intérieure si on n'atteint pas nos objectifs. Non. La compassion tendre plus la compassion forte, ensemble. Si je continue dans mon exemple de business, ok, d'entrepreneuriat, ça sera de dire j'ai pas atteint mes objectifs ce mois-ci, que ce soit en termes de business, que ce soit en termes de sport, que ce soit en termes de santé, peu importe. Ça arrive à tout le monde de rater, de se tromper, c'est ok. Jusque-là, on est dans la compassion tendre. Et puis ensuite, cette deuxième partie qui est super importante. Comment est-ce que je peux faire pour créer ça la prochaine fois? Qu'est-ce que je peux améliorer? Comment je peux arrêter d'avoir peur? Parce que je sais que ces objectifs, ils sont importants pour moi. Pensez à chaque fois à ce que vous diriez à un enfant. Par exemple, j'en sais rien, qui a raté son contrôle et qui a ramené une mauvaise note. Ok, ça arrive à tout le monde de se tromper. Première partie. Deuxième partie, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça arrive plus la prochaine fois? Est-ce que t'as besoin qu'on te réexplique? Est-ce que, j'en sais rien, t'es fatigué en ce moment? Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Et ça peut paraître tout simple, mais est-ce que vraiment on fait ça dans notre tête?
Ou est-ce que c'est la critique intérieure qui, tel un bulldozer, ne nous laisse même pas le temps de se poser ces questions-là? Et puis je pense qu'ici c'est intéressant de parler des hommes et des femmes. Statistiquement, les femmes sont plus promptes à l'anxiété, ok? Mais je pense que les hommes et les femmes, aujourd'hui, sont complètement déstabilisés par la société, dans cet équilibre qu'on doit cultiver entre eux, ou en tout cas que c'est idéal de cultiver, entre compassion tendre et compassion forte. C'est aussi ce qu'a remarqué Christine Neff dans ses travaux, où en fait, les hommes, ils sont un peu cantonnés à cette compassion forte. Et c'est comme s'ils n'avaient pas le droit d'avoir cette tendresse, cette compassion tendre. Et du coup, ça les coupe de l'acceptation pleine et entière d'eux-mêmes. Ça les coupe de cet équilibre d'avoir à la fois cette compassion tendre et cette compassion forte, et sinon ils l'auraient peut-être beaucoup plus naturellement, cette acceptation d'eux-mêmes. Et les femmes, c'est un peu l'inverse. Elles n'ont pas le droit d'être trop confiantes, trop ambitieuses, elles doivent répondre aux besoins des autres avant les leurs, elles sont épuisées, peu confiantes, elles ont beaucoup plus de problèmes de santé. Aujourd'hui, les femmes, elles ont 2 fois plus de maladies auto-immunes que les hommes, par exemple. Donc, l'invitation ici, c'est vraiment, vraiment à inviter ces 2 types de compassion pour retrouver l'équilibre. Pourquoi ? Parce que ça a un impact sur notre santé, sur notre système nerveux. Christine Neff, elle a démontré que quand la critique intérieure est à l'œuvre, le système nerveux va en fight or flight, donc dans cet état de mobilisation. Comme toujours, si vous n'êtes pas familier avec les 3 états du système nerveux, je vous renvoie à l'épisode 2 de Pas de soucis, du podcast. Et cet état de mobilisation, le fight or flight, on le connaît si bien. Quand il y a l'anxiété, c'est cette agitation intérieure, hein. L'incapacité de se reposer, cette tension constante. Donc on voit que l'absence de compassion pour soi-même est source d'anxiété au niveau physiologique. Et c'est montré scientifiquement. Au contraire, si notre capacité d'autocompassion elle est développée, on a accès à la sécurité à l'intérieur de nous. Et on sait que cet état de sécurité, le haut de l'échelle polyvagale, c'est l'état dans lequel on est capable d'avoir justement de l'empathie pour les autres, mais on a dit l'empathie elle est neutre, et surtout de la compassion pour les autres. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi, mais moi je l'ai vraiment remarqué avec moi, il y a beaucoup de personnes qui disent que le fait d'avoir plus de compassion envers elles-mêmes, quand elles font ce travail, ça rend plus facile le fait d'avoir de la compassion pour les autres. Et ça, c'est vraiment un miroir, en fait. On peut avoir le degré de compassion pour les autres qu'on a pour soi. Sur le sujet, j'ai écouté Christine Neff et elle disait pas réussir à l'expliquer scientifiquement, ça, cet effet de miroir. Mais moi, je pense que quand on connaît bien le système nerveux et ces 3 états, ça s'explique très bien. Si l'absence de compassion, elle nous emmène dans un état de mobilisation, donc en fight or flight, on sait que dans cet état, tout est assimilé à une agression. Les autres sont une menace, ils nous agacent, ils nous font perdre notre temps. Comment est-ce qu'on peut avoir de la compassion envers eux alors qu'on est dans cet état et qu'ils sont une menace pour nous? C'est hyper difficile, ça paraît même impossible en fait. Si au contraire, l'autocompassion c'est une compétence, une qualité qu'on a naturellement ou qu'on a développée, ça peut être de l'inné ou de l'acquis, je pense que souvent c'est le travail d'une vie quand même de la développer, on a vu qu'on avait accès à la sécurité à l'intérieur de nous. Et dans cet état de sécurité, de connexion, on est capable d'avoir de la compassion pour les autres. Donc pour moi, au niveau du système nerveux, ça s'explique complètement. Cette capacité à avoir de la compassion pour les autres et pour soi-même, c'est parce qu'on a accès à la sécurité à l'intérieur de nous. Et on se sent assez en sécurité pour laisser la place à cette sensibilité. Si on revient à la définition de la compassion, c'était être sensible au malheur des autres. Comment est-ce qu'on peut ouvrir la porte de notre sensibilité, de notre vulnérabilité, si on est dans un état où on se sent en danger? Et encore une fois, quand je dis quand on se sent en danger, parce que parfois j'ai des personnes qui protestent et qui me disent « Mais Camille, je me sens pas en danger !» Inconsciemment, on est d'accord. Ton système nerveux se sent en danger. Donc pour avoir accès à cette sensibilité, à cette compassion, à cette autocompassion, il faut se sentir assez en sécurité pour le faire. Donc si vous écoutez ce podcast et que vous vous dites « Ah bah ça serait bien, là pour moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire, de développer cette capacité de compassion et d'autocompassion », et qui tout de suite il y a cette petite voix dans votre tête, peut-être la critique intérieure qui dit « Ah mais non, ça en vaut pas la peine, et puis ça va mettre tellement de temps ». Peu importe, si vous le faites pas pour vous, au début faites-le pour les autres. Faites-le pour vous, pour les autres, trouvez n'importe quelle raison, prenez-le comme une expérience, amenez de la curiosité, et puis voyez, où est-ce que ça va m'emmener ce truc-là ? Ça, c'est ce que j'ai proposé à une personne que j'accompagne en coaching, qui me disait « Camille, tu sais, j'en ai marre. Plus j'avance là sur mon chemin, plus je suis
vraiment ennuyée et ça m'agace cette habitude que j'ai de juger les gens au boulot. Dès que je suis seule avec une collègue et que, par exemple, notre chef, elle va pas être là, et ben on va se mettre à critiquer notre chef. Et puis j'en ai marre de faire ça. Et cette personne-là, elle a une critique intérieure qui est très active et qui l'empêche de lancer son activité professionnelle comme elle aimerait, etc. Donc c'est marrant, c'est exactement ce qu'on disait, cette capacité de compassion pour soi-même qui est miroir de celle qu'on peut avoir pour les autres et vice-versa. Donc je lui ai dit, on va faire un essai. Pendant une semaine, tu vas refuser de t'engager dans les conversations qui sont parler sur les autres, critiquer les autres, juger les autres, etc. Ou tu vas laisser couler, ou tu vas quitter la pièce, ou tu vas poser tes limites, une des composantes de la compassion, poser tes limites et dire « là, j'ai plus envie de faire ça ». Alors ça peut paraître bizarre au début, les gens ils vont un peu tiquer, mais c'est ok, on y va avec curiosité et on le prend comme une expérience. Et si ma critique intérieure elle est là « ah mais qu'est-ce que les autres ils vont penser de toi » et puis tu vas avoir l'air bête, je parle à cette partie de moi, je lui demande de me faire de la place, j'essaye de reconnecter à cette curiosité et j'y vais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire aussi. Prenez une semaine et dites « ok, allez, je fais cette expérience ». Soit ne plus juger les autres, soit dès que je sens la critique intérieure qui émerge, lui demander de me faire de la place, par exemple. On arrive là aux solutions, je vais vous proposer des solutions. Mais avant de parler des solutions, il y a une chose que je dois aborder, je pense. C'est quelque chose qui est très présent dans notre vie et qui alimente en permanence, et à peu près 24 heures sur 24, sauf quand on dort, notre critique intérieure, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est absolument incroyable, ils nous mettent dans un état d'hypnose. Il y a ces petits écrans lumineux là, avec toujours quelque chose qui s'y passe. On rentre en hypnose en quelques secondes, même en quelques microsecondes quand on se met sur les réseaux sociaux. Et puis on se raconte toutes ces histoires. Moi, la première, je me suis raconté des histoires pendant des années en me disant « ah non, surtout là, je parle du professionnel, je m'inspire sur les réseaux sociaux. » Et puis en fait, j'étais tout le temps en train de me comparer. Et c'était hyper destructif pour moi. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On amène de la conscience. C'est vraiment de dire « ok, je vois que j'ai cette relation à telle chose » et ça peut être avec n'importe quoi, ça peut être avec une substance, ça peut être avec une personne, ça peut être avec une habitude. J'ai telle relation à telle chose, je prends du recul, je take a step back et je dis « ok, qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Quelle relation je veux avoir ?» Les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui existe dans le monde, ok, mais c'est complètement neutre. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que t'en fais ? Quel sens tu lui donnes ? Qu'est-ce que tu y attaches ? Moi, du coup, quand j'ai pris conscience de ça, que vraiment je me mentais à moi-même et que c'était pas du tout de l'inspiration, c'était que de la comparaison, pour apaiser la partie de moi qui avait un peu peur de se désabonner de tout le monde et tout, j'ai fait des screenshots qui maintenant sont perdus dans mes milliers de photos que probablement je ne retrouverai jamais. Des screenshots des personnes que je suivais, parce qu'il y en avait qui étaient quand même intéressantes. Et puis je me suis désabonnée de quasiment tout le monde. J'ai dû garder une dizaine de comptes. Maintenant j'en ai un peu plus, mais je fais régulièrement le tri. Et la question que je me pose, peut-être que vous ce sera une autre question, mais je vous la partage. La question que je me pose c'est est-ce que j'apprends vraiment quelque chose ? Ou est-ce que juste je trouve la personne sympa et c'est de la curiosité et puis je la suis parce que j'ai l'impression de la connaître. Et dans ce cas-là j'en ai pas besoin. J'ai mes amis dans la vraie vie, j'ai pas besoin d'amis aux États-Unis qui ont 300 000 abonnés et que je suis juste parce que ça me fait plaisir, ça me fait juste perdre mon temps. Est-ce que j'apprends vraiment quelque chose ? De façon au niveau de l'information. Ou parce que c'est quelqu'un qui partage son expérience et que j'en apprends beaucoup. Donc je vous invite à amener cette conscience et du coup à peut-être modifier votre relation aux réseaux sociaux si vous estimez que vous en avez besoin. Utilisez, maintenant il y a ces outils sur le téléphone qui nous disent combien d'heures on y passe dessus. Acceptez ça, parce que c'est dur parfois. Oh mais non, presque comme si le téléphone il pouvait se tromper, malheureusement c'est rarement le cas. Acceptez, voyez ce qui est là en face de vos yeux, amenez de la conscience et puis décidez qu'est-ce que vous voulez en faire. En ayant vraiment conscience que ça nourrit notre critique intérieure. Donc maintenant j'aimerais parler un peu des solutions. Souvent, ce qu'on essaie de faire un peu instinctivement, c'est de faire taire notre critique intérieure. Et ça a l'effet inverse. Vous savez, un peu comme les balles de plage là qu'on essaie d'écraser sous l'eau et puis dès qu'on relâche la pression, ouf,
elles sortent de l'eau encore plus fort, encore plus haut, avec énormément de pression. L'alternative qui marche mieux, c'est vraiment de garder tout ce qu'elle nous permet de faire, la critique intérieure, et d'utiliser cette force-là. Parce que le truc, c'est que parfois on a peur, et moi, clairement, il y avait de ça. On a peur que tout ce qu'on fait grâce à notre critique intérieure disparaisse si on l'apaise. Donc, tout ce qu'on fait grâce à elle, c'est par exemple être hyper productif, s'améliorer, peut-être prendre soin de soi pour renvoyer une bonne image de soi, etc., etc. Donc là-dessus, je peux vous rassurer, parce que moi, j'ai vraiment, vraiment apaisé ma critique intérieure. Maintenant, on est meilleurs potes, parce qu'elle me critique plus du tout autant. Ces choses-là, elles vont pas disparaître. Elles vont juste venir d'un autre espace, et d'un espace qui sera beaucoup plus apaisé. Une première, un peu un premier step, c'est d'amener de la conscience sur toutes les fois où elle est présente. Il y a des personnes pour qui ce discours intérieur négatif, il est tellement, tellement familier que c'est devenu un mode de vie en fait. Je vais parler encore d'une personne que j'accompagne en coaching, une autre personne, à qui j'avais donné un exercice. Elle avait une critique intérieure tellement active que elle avait l'habitude de protester dès qu'on lui faisait un compliment. Mais elle protestait pas dans sa tête, hein. Elle disait par exemple à son copain « Non, mais c'est pas vrai, nanana », et puis dans sa tête elle se disait « Mais les gens ils disent ça pour être gentils », voilà. À chaque fois elle discréditait en permanence ce que les gens pouvaient lui dire de positif sur elle, dans sa tête et même à voix haute. Et surtout à voix haute d'ailleurs. Et pendant une semaine, je lui ai demandé d'arrêter de protester à voix haute. Je lui ai dit « C'est ok ». Parce qu'il fallait quand même apaiser sa critique intérieure pour qu'elle puisse collaborer pendant cette expérience d'une semaine. Donc je lui ai dit, tu peux te critiquer tout ce que tu veux à l'intérieur, en silence, mais tu protestes plus à voix haute. Et puis une semaine après, du coup je lui ai dit alors, comment ça s'est passé ? Elle m'a dit, ça m'a fait du bien. En fait, j'ai apprécié les compliments, ça m'a fait énormément de bien. Et cette personne, elle avait énormément d'anxiété, mais je la suivais aussi pour une perte de poids, et son poids avait énormément baissé cette semaine-là par rapport aux autres semaines. Le poids, c'est juste un exemple, mais ça aurait pu être des problèmes digestifs, ça aurait pu être des problèmes de peau. Je suis prête à parier que tous ces problèmes-là, là c'était le poids, mais ça aurait pu être autre chose, encore une fois, ça se serait beaucoup amélioré par rapport aux autres semaines. Pourquoi ? Parce que la guérison, elle se fait quand on a accès à cet état de sécurité, quand notre circuit vagal ventral il est activé. Si on est en fight or flight, et on a vu Christine Neff, elle a démontré scientifiquement que quand la critique intérieure est active, on est en fight or flight, c'est impossible. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de régénération possible. Donc là, c'est juste pour refaire le lien et pour démontrer à quel point c'est lié à notre santé physique aussi. Les parties de nous, elles utilisent véritablement notre corps pour s'exprimer. Vraiment, vraiment. Encore une fois, je ferai un épisode sur l'IFS pour vous raconter tout ce que moi j'ai pu expérimenter dans mes séances aussi. Je travaille avec une coach qui travaille exclusivement avec l'Internal Family Systems et c'est incroyable ce qu'on peut ressentir au niveau physique. Moi, je suis sortie de certaines séances en ayant l'impression d'avoir fait un workout alors que je n'avais pas bougé de ma chaise. Un autre exercice que vous pouvez essayer, alors celui-là il est super drôle je trouve, c'est de poser une question toute simple à quelqu'un. Par exemple, j'en sais rien, tu penses que qu'est-ce qui est le meilleur, la glace au chocolat ou à la vanille ? Et donc la personne, elle va vous donner son choix, et puis vous lui répondez, je te permets pas de dire ça. Je ne t'autorise pas à dire ça. À voix haute. Vous ne prévenez pas la personne que vous faites l'exercice, bien sûr, donc peut-être qu'elle va faire les yeux ronds, et puis après vous pouvez lui dire que c'est un exercice. Mais ça, qu'est-ce que ça va vous permettre ? Ça va vous permettre de réaliser que je suis pas obligée d'être d'accord avec l'autre personne, mais je dois accepter qu'elle pense que je suis très bon dans ce que je fais, ou je suis douée, j'ai beaucoup de talent, ou je suis sexy, ou je suis belle, ou beau, peu importe. Et pour moi, ça, c'est vraiment la pièce manquante du puzzle. C'est vraiment ce qui permet de faire le lien. Ça ne m'appartient pas. Je suis pas obligée d'être d'accord. Mais par contre, je dois accepter que la personne, elle pense tout ça à propos de moi. Et ça revient à savoir discriminer entre ce qui m'affecte personnellement et ce que je ne contrôle pas et ce que je contrôle. Je contrôle pas ce que l'autre personne pense, je suis pas non plus obligée d'être d'accord, mais moi, ce que je peux faire à l'intérieur de moi, c'est accepter qu'elle pense ça. Et déjà, ça, c'est un pas vers soi-même. Une deuxième chose qui est très intéressante à faire, ça va être de prendre contact avec les parties de soi, justement. Donc ça, c'est plus directement lié à l'IFS, mais c'est vraiment de
demandez à la critique intérieure de faire de la place. D'abord la remercier, vraiment c'est comme ça qu'on communique avec les parties de soi. On remercie parce qu'elles ont tout un message, soit elles ont été blessées, soit elles protègent quelque chose, donc elles ont tout un rôle qui est hyper important et qui, voilà, de façon plus ou moins efficace, mais permet au système de fonctionner. Donc remercier, rassurer en disant je ne veux pas que tu disparaisses, je reviens à toi, etc. Mais est-ce que pendant, j'en sais rien moi, si, je sais pas, vous voulez faire une story sur Instagram, est-ce que pendant les 10 prochaines minutes, tu peux me laisser de la place? Et vous allez voir, c'est incroyable. Alors peut-être pas dès le départ, parce qu'il faut que ces parties de nous, enfin, il faut bien se rendre compte qu'elles faisaient leur petite soupe là, et leur petite bouillie à l'intérieur de nous, sans qu'on prenne contact avec elles pendant tant d'années, donc il faut qu'elles gagnent petit à petit, enfin, il faut que nous, on gagne petit à petit leur confiance. Mais quand on commence à travailler avec les parties de soi, assez vite, c'est incroyable. Vous allez voir comment ça se relâche, même au niveau physique, et puis vous pouvez faire ce que vous avez décidé de faire, cette petite sortie de zone de confort, et puis après, de plus en plus. Si je prends un exemple personnel, j'en ai parlé dans l'épisode de podcast où je parlais des 6 leçons que j'ai appris de mon mariage. Si je reprends l'exemple de mon mariage, des parties de moi là qui se contractaient, il y avait une partie ou des parties de moi qui se contractaient quand on faisait des compliments justement. Donc peut-être qu'une des parties qui se contractait, c'était justement cette critique intérieure. Je pense que c'est ça qui était à l'œuvre. Et donc je suis allée le matin dans la forêt avant que la journée commence, très tôt le matin, et puis j'ai parlé aux parties de moi et je leur ai dit, bah maintenant vous allez coopérer. On va le faire ensemble. D'habitude c'est pas facile mais on va y arriver. Aujourd'hui va y avoir plein de tu es belle, tu es magnifique, etc. Très certainement tout ce qu'on peut dire à une mariée. Donc on va pas se contracter, on va y aller ensemble et ça va bien se passer. Et ben croyez-moi ou non, je n'y ai même pas pensé, je ne me suis pas contractée une minute. Les parties de moi elles ont vraiment collaboré. Et une troisième chose que je peux offrir ici, c'est vraiment de décider de façon ferme de garder que les parties de la critique intérieure qui sont à votre service. Donc c'est toujours dans cette idée du dialogue, ok, mais invitez de la compassion et même de l'humour, si vous le pouvez, dans ce dialogue avec la critique intérieure. Quand elle revient à la charge, remerciez-la, rigolez un coup et dites-lui, bon, je vois bien ce que tu es en train de faire, mais là, je gère. Un peu comme à quelqu'un qui, voilà, serait un peu drôle et qui ferait une blague, mais là c'est pas hyper sérieux et c'est vous qui prenez les rênes et vous la mettez dans le siège passager, la critique intérieure. Gardez cette partie de vous qui fait que vous vous améliorez, que vous fixez des objectifs qui vous permettront de dépasser vos limites, d'être plus disponible pour les autres, tout en respectant vos limites, etc. Toutes ces bonnes choses qui viennent de la critique intérieure, gardez-les et puis amenez de la compassion, amenez de l'humour quand c'est pas tellement positif et quand vous sentez que ça vous freine. Et voilà, et mettez-la dans le siège passager et reprenez le volant. Donc pour terminer, mon invitation, ce serait vraiment d'amener de la conscience sur cette critique intérieure, de respirer à travers elle, d'écouter ce qu'elle a à dire aussi, vraiment de prendre ce temps, la remercier pour ses messages, respirer à travers la peur aussi, parce qu'elle porte souvent beaucoup de peur avec elle, et puis amener cette énergie de compassion en vous pour créer ce que vous voulez vraiment. S'il y a de la compassion, peut pas y avoir de peur. C'est pas les mêmes parties du cerveau. Et ce n'est pas le même état du système nerveux, on l'a vu. Quand vous êtes dans la compassion, vous avez accès à la sécurité. Avec la critique intérieure, vous êtes dans ce fight or flight, vous allez au combat. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a quand même une nuance. Il y a des mélanges entre les états du système nerveux. J'en suis pas encore arrivée là dans le podcast, je suis pas encore arrivée dans ces détails-là, mais ça existe. C'est un peu comme, moi j'aime bien utiliser la métaphore de la tarte aux pommes. Pour moi, une tarte aux pommes sans cannelle, c'est pas bon, c'est pas une tarte aux pommes. Donc, la cannelle, c'est la sécurité. Vous voulez saupoudrer votre vie de cannelle, de sécurité, ok ? Il faut toujours qu'il y en ait partout, comme il faut qu'il y en ait dans la tarte aux pommes. Donc, cet état de fight or flight, si je le saupoudre de sécurité, c'est le jeu. La mobilisation, je suis mobilisée dans le jeu, en fait, je suis mobilisée, donc il y a cette tension de la mobilisation et tout, mais je me sens en sécurité parce que je sais que c'est un jeu. Donc, amenez le jeu. Lancez des challenges, des petits jeux à votre critique intérieure. J'en sais rien, moi. Allez, on va sortir pas maquillée pendant une semaine et tu vas voir que les personnes, elles vont continuer à m'aimer. Ou allez, cette semaine, je fais 3 stories sur Instagram et je me montre sur les réseaux sociaux. Des petites choses comme ça. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez construire la résilience de votre système nerveux. Alors ma question pour toi cette semaine, c'est quel petit challenge tu vas te donner pour commencer à jouer ?